Bonjour et bienvenue sur Bref de classe, le nouveau podcast de l'APHG, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies, ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme. Puis ensuite, un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 28 de Bref de classe où je reçois aujourd'hui Pierre-Yves Beaurepaire. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas. Alors Pierre-Yves, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Côte d'Azur et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Vos recherches portent notamment sur la sociabilité, les réseaux de correspondance et les circulations dans l'Europe et le monde des Lumières. Vous êtes cofondateur du groupe RES-Hist, Réseau et Histoire, et membre du bureau du GDR-CNRS, analyse des réseaux en sciences humaines et sociales. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels La France des Lumières 1715-1789 dans la collection Histoire de France dirigée par Joël Cornette chez Belin, et aussi Les Lumières et le Monde, voyager, explorer, collectionner chez le même éditeur. Et vous avez fait aussi l'excellent Atlas de l'Europe moderne, de la Renaissance aux Lumières, qui est paru aux éditions Autrement. Donc, je suis aujourd'hui avec véritablement un spécialiste de cette période-là, et vous allez venir présenter le chapitre 2 qui s'intitule « Tension, mutation et crispation de la société d'ordre », chapitre 2 du thème 4 de la classe de seconde, thème 4 qui est intitulé « Dynamiques et ruptures des sociétés du XVIIe et XVIIIe siècle ». Alors, on avait, avec Yann Zinoviecki, parlé du chapitre 1 sur lumière et développement des sciences. Bien, aujourd'hui, on complète ce thème avec Pierre-Yves, ce chapitre. Alors, peut-être pour commencer, pourriez-vous, selon votre point de vue, vous, Pierre-Yves, de spécialiste, nous dire quels sont, de la part des enseignants, les grands attendus que l'on doit présenter dans ce chapitre-là? Alors, je pense qu'effectivement, c'est une question intéressante qui complète bien l'autre chapitre parce que dans son libellé même, entre tension, mutation et crispation, on a des phénomènes complémentaires. C'est une société qui se transforme. On a l'impression, avec société d'ordre, qu'elle est figée, et bien évidemment, c'est tout à fait le contraire. C'est une société qui est travaillée par des dynamiques, des transformations. Certains sont aspirés vers le haut, ça peut être l'anoblissement, mais ça peut être aussi l'enrichissement, tandis que d'autres vivent de manière très difficile les transformations économiques, sociales, la pression fiscale. Et pour reprendre l'expression célèbre d'Arlette Farge, pour eux, la vie est fragile. Voilà. Et c'est donc, je pense que c'est le chapitre et le programme vraiment insiste sur ces tensions contradictoires et du coup, non seulement les forces de frottement qu'elles imposent à la société, mais des clivages de plus en plus marqués et certains non seulement sont au bord de la rupture, mais sont en rupture et bien évidemment, ça a les conséquences sociales et en termes d'émeutes, hein, la fameuse rébellion française dont parlait Jean-Nicolas, qui sont des éléments très, très importants. Alors Pierre-Yves, effectivement, quand on regarde, vous avez les raisons d'évoquer ce thème qui coupe quelque part en deux ce qu'on avait pendant longtemps l'habitude d'enseigner sous le titre général et générique de lumière. Et on voit véritablement qu'ici, on rentre, du point de vue social dans cette période, avec en premier, j'aimerais qu'on voit le mot tension, si ça vous va, tension qui génère, comme l'indique le point de passage, de nombreuses révoltes encore. Il y a eu beaucoup de révoltes au XVIIe siècle sous Louis XIV, mais ces révoltes-là se poursuivent. Et donc, ces révoltes sont dues notamment, Pierre-Yves, c'est ma première question, au poids de la fiscalité et des droits féodaux qui sont quand même hyper importants dans cette monarchie absolue.
tout à fait. Dans les points de passage et d'ouverture prévus par le programme, il y a par exemple, il y a une tendance qui me semble caractéristique, c'est celle du temps long. Hein. C'est-à-dire, c'est pas simplement la fin de l'Ancien Régime. On est vraiment dans une perspective 17e, 18e siècle. Ça, c'est l'originalité du programme, avec notamment 1639 et la révolte des Va-nu-pieds en Normandie, qui amène de manière générale à évoquer la question de la condition paysanne, parce que c'est structurant, ça bien évidemment, hein, sur 150 ans. Et donc ça, c'est une dimension assez originale du programme, d'insister sur le fait que cette pression fiscale, sur le poids de la fiscalité et des droits féodaux sur le monde paysan, les deux étant complémentaires, c'est vraiment une dynamique là aussi temps long qu'on retrouve finalement jusque donc au tout début de la Révolution, avec les fameuses illuminations de l'été 89, où on fait flamber les châteaux pour que les chartriers disparaissent et qu'on ne puisse pas, donc, du point de vue du seigneur, mettre en avant les types de propriétés pour pousser au paiement, imposer le règlement de ces droits féodaux. Et c'est important de le restituer, pas simplement dans la violence de l'événement, mais vraiment sur une dimension, c'est une trame de longue durée de toute la montée de l'État moderne, mais en même temps du fait qu'il doit faire face à la guerre. C'est le cas pour 1639 pour les Va-nu-pieds, parce que c'est la guerre de 30 ans, ou alors le remboursement, le poids de la dette pour le XVIIIe siècle et pour la fin de l'Ancien Régime. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut insister, parce que le service de la dette devient quelque chose qui est absolument essentiel. Hein. En 1788, à la veille de la Révolution, par exemple, on est encore, rien que pour le service de la dette, à plus du tiers du budget de la monarchie. C'est devenu vraiment quelque chose d'absolument dramatique en termes de pression. Mais l'origine de cette dynamique-là, c'est la guerre de 30 ans, l'entrée dans la guerre ouverte, 1635, donc 4 ans avant la révolte, et que, par exemple, ça va imposer de plus en plus à des provinces qui jusque-là étaient exemptées, partiellement exemptées, eh bien, le paiement d'impôts. Dans le cas des Va-nu-pieds en Normandie, c'est le paiement de la gabelle, alors que par définition, à proximité de la mer, elle en était exemptée. Et bien évidemment, ça, c'est devenu absolument insupportable et ça va croissant pendant toute la période. Oui, effectivement, ce que vous dites est très intéressant. Alors, j'aurais aimé aussi que, pour aller un peu plus loin, on nous parle justement, vous avez dit, ces chartriers, justement, ces fameuses chartes que l'on retrouve, qui sont à l'origine de la justification des droits seigneuriaux et féodaux. J'aimerais que vous y reveniez dessus, d'autant plus que les élèves en seconde ne l'auront quasiment pas vu, puisque tout le Moyen-Âge en Europe occidentale n'est pas enseigné au lycée, est enseigné au collège, mais pas au lycée, puisqu'au lycée, il n'y a que la Méditerranée médiévale dans le cadre de cette période-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Pierre-Yves? Comment ça fonctionne concrètement? J'allais dire, cette fiscalité, à la fois peut-être différencier aussi la fiscalité royale de la fiscalité seigneuriale, avec aussi pas mal d'actions, notamment pour les paysans, à faire en nature. Alors effectivement, ça c'est un point très intéressant et je pense que pour les élèves, pour éviter d'entrer dans le détail de la fiscalité qui est vraiment quelque chose de très complexe, il faut d'abord leur rappeler, ou une possibilité c'est d'abord de leur rappeler qu'en 5e, ils ont étudié la seigneurie. Ils ont étudié la seigneurie, le rapport entre les seigneurs et les paysans. Alors, parfois, on leur a montré des cartulaires, etc. Et on leur a souvent montré à ce moment-là un certain nombre d'adages, de dictons de l'époque, notamment nul seigneur sans titre. C'est-à-dire que le seigneur doit avoir un titre et sur cette base-là, eh bien, il peut revendiquer un certain nombre de droits, des droits en nature, des droits en service. On travaille sur sa réserve seigneuriale, on verse une partie de la récolte et puis progressivement des droits en argent.
eh bien, ça, c'est encore une réalité pour l'époque moderne, donc pour le programme de seconde, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et comme au XVIIIe siècle, la population du royaume augmente, on arrive en 1789 à 28,5 millions d'habitants quand on connaît le fameux livre de Pierre Goubert, Louis XIV et 20 millions de Français, quand on est entre 19 et 22, selon les périodes, sous le règne de Louis XIV. Donc, il y a une croissance de la population sur une superficie du royaume qui ne se transforme pas fondamentalement pendant le XVIIIe siècle, à part la Lorraine et la Corse. Donc, la conséquence de ça, c'est que la pression démographique est plus forte, la valeur des produits de la terre augmente, et du coup, la convoitise seigneuriale augmente aussi. Et ça vous explique que certains droits qui n'étaient, les archives des seigneurs n'étaient pas toujours bien tenues et certains droits finalement commençaient à s'estomper. Pour une raison très simple, c'est que les paysans considéraient que dès lors qu'un droit a été entre guillemets, on oubliait de le percevoir pendant 20 ans, il tombait. Et donc, au XVIIIe siècle, parce que la valeur des produits agricoles augmente, que bien évidemment les seigneurs comprennent qu'ils peuvent les mettre sur le marché urbain, etc., et obtenir plus d'argent, eh bien du coup, ils vont être beaucoup plus vigilants à percevoir l'ensemble des droits. Et ils vont faire quelque chose qui va choquer profondément, c'est restaurer donc leurs archives seigneuriales, restaurer les vieux chartriers, notamment dans la perspective donc de faire payer ces droits et de revenir sur les arriérés de paiement, sur les sommes qui seraient dues. C'est tout le travail autour de ce qu'on appelle la réfection, comme la réfection d'un bâtiment, la réfection des terriers. Et alors aujourd'hui dans les archives, on trouve que souvent c'est magnifique parce que c'est illustré, on a des zones, des aplats de couleurs, mais en fait c'est un enjeu fiscal et en termes de redevance qui est extrêmement important. Et ça devient insupportable dans le monde paysan, au point que certaines communautés villageoises vont en justice en jouant la justice royale contre la justice seigneuriale, dans l'espoir que le roi, c'est particulièrement vrai en sud-ouest, dans le sud-ouest de la France, leur donnera raison et finalement permettra de lutter contre l'image de la voracité du seigneur. Et ça, c'est vraiment important parce que vous avez des gens, y compris des futurs révolutionnaires comme Babeuf, qui font le début de leur de leur éveil, pas encore politique, mais social, précisément, alors c'est paradoxal, mais en étant chargé de la réfection de ces terriers. Babeuf est en Picardie-Maritime et fait partie de ceux qui sont, donc ce sont des géomètres, on les appelle des feudistes, et qui sont chargés de relever les bornes de la seigneurie, de voir là où les paysans finalement ont grignoté la réserve seigneuriale, etc., pour rétablir tout ça dans une perspective de lever plus de taxes, plus de droits. Oui, et puis aussi, il ne faut pas oublier, Pierre-Yves, qu'on a en tête ce monde rural peuplé majoritairement, bien sûr, par les paysans, monde rural qui reste majoritaire en France jusqu'à la guerre de 14. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de vraie évolution quasiment jusqu'à cette guerre-là, avec après une modernisation due à la mécanisation, alors que ce n'est pas du tout vrai. Le XVIIIe siècle, et on nous incite à le montrer dans les programmes, c'est un siècle où effectivement la condition paysanne s'améliore. Alors tout à fait, c'est vraiment un point important et moi j'insiste surtout sur le fait que quand on parlait du village immobile, d'une sorte d'histoire figée, vraiment on se trompe radicalement. Vous avez raison Nicolas d'insister sur le fait qu'en 1789, 85% des Français sont des ruraux, donc on a un phénomène ultra majoritaire, même si bien évidemment il y a de l'artisanat rural, etc. Tous ces ruraux ne sont pas des paysans, mais les paysans forment encore vraiment l'ossature de la société française et pour autant, comme vous le dites, il y a des changements. Alors, il y a des changements vers le haut au sens où
Et là-dessus, on a tous les travaux de Jean-Marc Morisseau autour non seulement des fermiers d'Île-de-France, mais de manière générale, qui ont renouvelé l'histoire rurale. Pour insister, il parle de fermiers gentilshommes, etc., de ceux qui sont aspirés donc, vers le haut, dans une dynamique d'ascension sociale qui les amène à louer des terres de plus en plus importantes, des superficies plus grandes, d'avoir les moyens de lever des fonds pour investir donc dans la mécanisation, qui fait de gros progrès au XVIIIe siècle. Et on pense bien évidemment pour le programme à toutes les planches de l'encyclopédie autour de la modernisation des trains de labour, etc., mais aussi avec le développement de la chimie, tout ce qui est amendement des terres. Et je pense qu'on peut faire aussi des parallèles avec les programmes de géographie, de transformation, y compris environnementale, avec la suppression d'un certain nombre de barrières végétales, de haies pour avoir donc des sols plus importantes à labourer ou à moissonner, d'un sol tenant. Beaucoup d'autres choses aussi, c'est-à-dire donc des assolements plus complexes que le fameux assolement biennal ou triennal pour faire entrer ou des légumineuses ou autres qui vont enrichir les terres. Donc, vous avez ceux qui sont aspirés vers le haut, mais vous avez aussi ceux qui sont aspirés vers le bas par un phénomène de paupérisation, par le fait qu'en cas de crise, eh bien, on ne fait plus appel à une main-d'œuvre salariée pour venir renforcer la main-d'œuvre habituelle de l'exploitation, et du coup, ils se retrouvent sans rien, démunis, et on va les voir là aussi au début de la Révolution. Ou alors, vous avez aussi ceux pour qui les communaux, on sait l'importance des débats sur les communaux au XVIIIe siècle et là aussi en Révolution. Donc, les communaux étaient importants pour tout simplement survivre. Or, puisque les produits agricoles voient leur valeur augmenter, comme je le disais, vous avez des seigneurs, mais pas seulement. Vous avez les membres importants de la communauté villageoise, ce qu'on appelle les coqs de village, qui veulent trier les communaux, c'est l'expression, s'emparer de l'essentiel des communaux, et ça vient fragiliser toute la partie inférieure du spectre de la société paysanne. Et donc, il faut bien insister sur le fait que l'amélioration de la condition des paysans au XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui varie énormément donc d'une famille à l'autre, d'une région à l'autre, d'une personne à l'autre. Tomber malade, c'est absolument dramatique pour ces familles-là. Et à l'inverse, vous avez une bourgeoisie rurale qui devient de plus en plus ambitieuse, y compris pour l'éducation de ses enfants, pour le développement des biens de consommation. Donc, il y a vraiment là aussi un clivage très, très marqué. Et pour les plus durs, pour ceux qui subissent de manière la plus difficile, la plus dure, ces transformations, vous avez parfois une nécessaire émigration rurale, donc vers les villes. Et ça explique aussi la croissance urbaine au XVIIIe siècle, qui parfois n'est pas une émigration souhaitée, mais une émigration forcée par la crise économique, par les tensions et par le fait que les biens communaux, comme je vous l'ai dit, sont l'objet d'accaparement de la part du seigneur, mais pas seulement, de cette bourgeoisie rurale, de ces coqs de village qui veulent imposer leurs lois sur l'ensemble de la société paysanne. Alors Pierre-Yves, vous avez commencé à l'aborder, le programme nous demande ensuite de s'intéresser à ce monde qui est encore largement minoritaire, les villes, vous l'avez dit, on est encore à moins de 20% de la population qui est urbaine en France à la veille de la Révolution, donc c'est faible et pourtant c'est un espace qui est en plein essor, qui est en plein aussi développement, essor à la fois économique, démographique et aussi, j'allais dire même juridique, puisque les villes c'est le cadre de l'ascension d'une nouvelle bourgeoisie qui va prendre
prendre petit à petit, bien sûr, le pouvoir économique et surtout qui va être à l'origine, à la révolution, de ces élites révolutionnaires qui vont s'accaparer en partie le pouvoir politique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, Pierre-Yves, sur justement le développement de ces villes? Et puis peut-être aussi, par là même, parler du point de passage obligatoire autour des riches et pauvres à Paris. Alors effectivement, il y a une dynamique urbaine, alors souvent qui est vue à travers les cas les plus flagrants. L'exemple caractéristique, c'est Bordeaux qui double sa population au XVIIIe siècle, passé de 50 à 110 000 habitants. C'est Marseille qui récupère, on est en période de pandémie, on a souvent fait le parallèle avec la peste de 1720 à Marseille. Marseille récupère rapidement cette perte démographique. Et ensuite, grâce au développement de ces échanges, se développe considérablement au XVIIIe siècle. Mais vous avez des villes moyennes, intermédiaires, qui soit sont dans des dynamiques ascendantes parce qu'elles sont près de routes, de lieux de marché, etc., soit qui vivent moins bien. Là aussi, le phénomène n'est pas général. Et puis, vous avez un monstre urbain qui est Paris, entre 500 et 600 000 habitants, hein, on peut retenir 550 000 en moyenne, qui écrase la pyramide urbaine et qui draine la population, pas simplement du bassin parisien, mais de l'ensemble du royaume, et bien sûr d'une population étrangère. Donc du coup, ce monde urbain, c'est un monde aux facettes multiples. Par certains côtés, il est encore très proche de la vie rurale et on comprend bien pourquoi. Vous avez des villes où vous avez toute une zone intermédiaire, celle des maraîchages, etc., mais aussi où beaucoup de gens qui y vivent sont en réalité des actifs dans le monde rural. Et vous avez ces aspects-là. Mais vous avez aussi des gens qui, bien évidemment, veulent avoir une ville qui soit une ville agréable, qui soit la ville des Lumières, au propre comme au figuré. Et vous allez avoir des transformations sous forme d'aménagement de places, d'axes de circulation. On vit très mal les embouteillages des villes, les bouchons à l'entrée des portes urbaines le matin parce que tout simplement la ville s'ouvre à la circulation, y compris aussi à des péages urbains, etc., etc. Donc la ville doit se transformer. Comme c'est une ville aussi qui accueille les attentes nouvelles de la population, se pose la question par exemple des cimetières, et ça permet de faire le lien entre le monde urbain et les dynamiques des Lumières, mettre la mort, enfin, les hommes et les femmes du XVIIIe siècle ne veulent plus que comme au siècle précédent, avec les vanités, le siècle des saints, etc., la mort soit omniprésente. Donc, on la met à la périphérie. On déplace les cimetières. On déplace les cimetières pour une dimension d'idéologie aériste et aussi parce qu'on a besoin de place. De la même façon, on va commencer à de plus en plus protester contre ces garnisons urbaines liées aux guerres du XVIIe siècle qui parfois étaient là pour surveiller les villes en temps de trouble, mais gênent. Donc ça peut être le château Trompette à Bordeaux, ça peut être la fortification Vauban de Lille, etc. On essaie de desserrer ces zones qui étaient contrôlée entièrement par les militaires pour que la ville puisse respirer davantage. Alors bien évidemment, ce n'est pas simplement pour l'agrément avec les boulevards, les places, etc. C'est aussi pour des questions de spéculation foncière et immobilière et ça amène à aborder la question à la fois de la ville qui reste encore sur une sorte de souvenir de ces corps municipaux qui se géraient eux-mêmes, parce que bien évidemment, l'intervention des autorités monarchiques est croissante, notamment à travers l'intendant et ses représentants, mais ce sont aussi des villes qui associent des hiérarchies traditionnelles et des hiérarchies nouvelles. Ces hiérarchies traditionnelles, vous avez évoqué les hommes de loi, ceux qui sont versés dans la robe, on parle des robins, hein, que ce soit les petits robins ou ceux qui rêvent un jour d'accéder à la noblesse de robe et donc à l'anoblissement personnel puis familial. Il faut bien imaginer que ce monde de la robe, il est très présent dans les villes intermédiaires et surtout parce qu'elles ont les tribunaux royaux de première instance et puis dans les métropoles provinciales. Et elles sont très importantes parce que les tribunaux et ces institutions font vivre beaucoup de gens
autour d'eux, autour d'elles, d'une part, et d'autre part parce qu'ils donnent des perspectives d'ascension sociale à ceux qui, un jour, vont pouvoir acheter de petites charges, hein, de petites charges qui ne sont bien évidemment pas anoblissantes, mais qui vont donner une dignité à ces personnes-là, à leur famille, etc. Et ainsi, progressivement, les faire monter dans la hiérarchie sociale jusqu'au jour où ils vont pouvoir acheter pour eux ou surtout pour leurs enfants, hein, direct et leurs héritiers, directs ou indirects, des charges anoblissantes. Et si vous faites partie de ces hiérarchies nouvelles, celle du commerce, celle du négoce, il ne faut pas imaginer que vous entrez frontalement en conflit avec ces hiérarchies traditionnelles. Vous rêvez souvent, même si vous protestez, etc., de vous y couler. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez convertir votre capital économique et financier en un capital symbolique en achetant des terres, en achetant des seigneuries, un jour en achetant des seigneuries auxquelles est attaché un titre, en achetant des offices, y compris les plus simples, les plus connus, secrétaire du roi. Vous ne serez jamais secrétaire du roi, mais cet office de secrétaire du roi vous fait entrer, remplit les caisses de l'État d'un côté, vous fait entrer dans cette dynamique aspirante vers le haut, et progressivement, vous achèterez des offices plus reluisants qui vous permettront d'entrer dans le deuxième ordre de la société, donc dans la noblesse, à travers donc cette noblesse dite de robe. Donc, c'est très important de voir voyez, ces dynamiques ascendantes, et confronté à ça, vous avez aussi ceux qui s'appauvrissent. Vous avez aussi ceux qui s'appauvrissent ou qui sont pauvres parce que la population est importante et croissante, je l'ai dit. Il n'y a pas les moyens donc de donner régulièrement du travail à toute cette population flottante. Or, dans une perspective d'ordre social, elle est devenue de plus en plus insupportable, aussi bien aux autorités qu'aux élites. Et il faut bien se placer de ce point de vue-là. Il faut comprendre qu'on aspire à une ville sûre, on craint un certain nombre de quartiers, on craint les émotions populaires, on redoute aussi l'incapacité des forces de maintien de l'ordre à rétablir l'ordre, parce qu'on sait que souvent elles sont détestées. Quand elles arrivent, les dérapages sont nombreux, et finalement, au lieu de calmer les choses, ça ne fait qu'empirer. Donc, il y a vraiment une volonté, une pression sociale pour un ordre urbain qu'on a illustré souvent avec l'exemple sous Louis XIV du grand renfermement des plus pauvres. C'est une réalité, mais il ne faut pas imaginer que cette réalité s'interrompe avec le XVIIIe siècle. Et ça vous explique qu'au XVIIIe siècle, il y a là aussi des tensions, puisque c'est dans le programme, des tensions et des mutations qui sont liées à ces crispations sociale par rapport aux plus pauvres, et à un moment donné où l'économie morale traditionnelle, celle où finalement, quelle que soit la taille du gâteau, eh bien, on va le partager pour essayer de gérer ces difficultés sociales, est de plus en plus contestée par ceux qui sont dans une dynamique plus libérale et qui estiment qu'en réalité, eh bien, on n'a pas à assister systématiquement les plus pauvres. Tout le débat traditionnel sur le pauvre honteux et la distinction entre le bon pauvre et le mauvais pauvre eh bien, est particulièrement vive à cette époque-là. Et ça vous explique aussi que, en raison donc, de la diffusion des Lumières, vous avez à la fin du XVIIIe siècle ceux qui disent que la charité traditionnelle ne suffit pas, le libéralisme économique qui dirait que c'est à chacun donc de s'en sortir est beaucoup trop clivant pour une société nous on appellerait d'ancien régime, et donc qui vont développer les thèses philanthropiques d'amour de l'humanité. Et par amour de l'humanité, eh bien, il y a une conscience de transformation sociale, d'assistance, mais beaucoup plus laïcisée et sécularisée que la charité traditionnelle des plus pauvres. Et donc, vous avez tout un spectre, là aussi, qui fait dialoguer à la fois des positions sociales, des aspirations et des craintes. Et ça, c'est caractéristique de la société d'ordre.
Et puis, vous avez aussi évoqué à l'introduction de cette petite sous-partie autour des espaces urbains. Pierre-Yves, vous avez indiqué Bordeaux. Et Bordeaux est effectivement en plein essor en ce XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, les points de passage nous invitent à nous y intéresser parce que Bordeaux, tout comme La Rochelle, voire Nantes, bien sûr, sont en plein cœur de ce commerce, j'allais dire, atlantique, de ce commerce transatlantique, en particulier avec la traite négrière. Et donc, ces villes-là bénéficient pleinement d'une activité économique qui leur procure une grande source de revenus. Oui, tout à fait, ça c'est un point essentiel. Alors le cas de Bordeaux est manifeste parce que c'est une des villes où la dimension patrimoniale, architecturale du XVIIIe siècle est la plus manifeste hein, aujourd'hui. Sont partis, alors que c'est une ville de fond d'estuaire, hein, et en fait, c'est vraiment une ville qui non seulement s'est développée grâce à son arrière-pays, au vin, donc de la région bordelaise, mais qui a aussi tout un avant-pays économique, comme on dirait en géographie, qui est très, très, très important, effectivement, avec les îles, hein, comme on les appelle au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les possessions coloniales dans la Caraïbe. Et ça, c'est vraiment très, très important parce que qui dit île dit sucre, coton, café, indigo, et donc tous des éléments qui sont absolument essentiels pour le développement des manufactures, des exportations et des réexportations dans toute la mer du Nord et la Baltique. Ça fait la richesse d'un port comme Bordeaux. Ça fait aussi la présence de nombreuses colonies, comme on dit à cette époque-là, nous on dirait minorités, hein, de minorités étrangères à Bordeaux, donc ceux qu'on appelle les Allemands de Bordeaux, par exemple, mais qui sont aussi, il y a des Néerlandais, des Scandinaves, hein, des Irlandais, qui sont très, très présents et qui participent de ces dynamiques à la fois atlantiques et coloniales. Les, et les élites bordelaises sont en relation directe avec cette fameuse économie de plantation et de la traite que le programme amène à aborder dans les points de passage et d'ouverture, avec donc cette économie de plantation. L'exemple le plus caractéristique, c'est Saint-Domingue, puisqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est 500 000 esclaves, hein, donc c'est la perte de l'empire colonial français. C'est toujours un enjeu lors des affrontements avec les Britanniques pendant la guerre de 7 ans ou pendant la guerre d'indépendance américaine. Et bien évidemment, là, on a un enjeu considérable avec ce qu'on appelle les habitants au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les planteurs, hein, qui sont particulièrement actifs et prospères dans la zone, qui ont besoin de leur relais en métropole. Et de son côté, on le voit bien dans le domaine avec de l'art, hein, notamment avec les tableaux, où on voit ces portraits de négociants enrichis, ces portraits aussi d'aristocrates qui ont leurs serviteurs noirs alors qu'on vit en France métropolitaine, parce que le jeune serviteur noir, qu'on appelle à l'époque le négrillon, hein, est à la mode, alors qu'en France métropolitaine, il ne peut pas y avoir d'esclaves, hein, selon l'adage, ici tout est libre, hein, c'est-à-dire il n'y a pas d'esclaves, mais il y a des domestiques qui vivent dans une forte contrainte sociale, mais la mode fait que ces élites littorales, ces élites portuaires, vous avez cité Nantes, La Rochelle, Bordeaux, mais on les a aussi dans les grandes capitales de l'intérieur et à Paris. Ils veulent leurs domestiques noirs parce que ces domestiques noirs sont à la mode et on les portraiture, hein. Il y a eu une exposition récente qui l'a bien montré. Oui, effectivement. Et là, vous nous rappelez aussi quelque chose d'important, hein, qui est le point suivant, justement. J'allais vous poser la question dans les programmes. C'est qu'on est toujours dans ce XVIIIe siècle, malgré une ascension sociale et économique, voire même politique, vous l'avez dit, de la bourgeoisie. La noblesse est quand même toujours la référence, et vous l'avez dit, hein, pour la bourgeoisie, par justement l'achat d'office. L'objectif, c'est quand même de ressembler à la noblesse, voire de lui appartenir. Ah oui, tout à fait. Ça, je pense que c'est un point absolument essentiel, hein. Certes,
on dit que la noblesse est en crise au XVIIIe siècle, mais comme toute crise, il y a ceux qui en font les frais et ceux qui en bénéficient. C'est-à-dire que c'est une crise aussi, c'est une crise de transformation, c'est une mutation de la société française. Et si on considère qu'un tiers des familles de la noblesse ont perdu leur noblesse au XVIIIe siècle, de très nombreuses familles ont accédé à l'ordre de la noblesse et bien évidemment, ça favorise ces mouvements vers le haut, vers le bas. Frustration aussi quand vous avez perdu votre noblesse parce que vous n'arrivez pas à tenir votre rang et quand vous voyez celui qui vous paraît un peu, si on fait la référence au siècle précédent, donc avec Molière, comme un parvenu qui est un bourgeois à peine dégrossi, mais qui a des ambitions absolument tout à fait déraisonnables pour lui ou ses enfants. Et puisque le programme amène à parler des salons, on le voit bien dans un certain nombre de salons, à l'époque on dit sociétés, des sociétés qui ont du mal à accepter un certain nombre de bourgeois enrichis qui jouent des coudes pour y entrer parce qu'ils veulent se faire d'une certaine manière adoubés par la noblesse, comme on le voit aussi par des stratégies matrimoniales, c'est-à-dire vous allez dire tout simplement une famille noble du lieu, mais relativement désargentée, eh bien, vous allez montrer que vous pouvez l'aider à restaurer son château, à acheter une compagnie, puisqu'on achète les unités, à acheter une compagnie, un brevet de capitaine pour l'un de ses fils, à donner une dot pour une des filles en échange de son nom, en échange de cette stratégie matrimoniale plus ou moins forcée, plus ou moins inégalitaire, où d'un côté vous avez de l'argent, de l'autre côté vous avez la respectabilité sociale. Donc effectivement, il y a un maintien de l'influence de la noblesse de ce point de vue-là. Il y a aussi une noblesse, une haute noblesse qui sait prendre les tournants de l'époque, c'est important, dans le domaine économique, qui va investir dans les mines, qui va investir dans l'industrie, dans les manufactures. Et vous avez aussi de l'autre côté une bourgeoisie des affaires, que ce soit du négoce ou que ce soit aussi dans ces domaines donc des manufactures, qui va se rendre compte que pour asseoir sa domination, il faut aussi qu'elle intègre pas simplement la dimension financière, mais la dimension sociale, qu'elle achète ou construise des châteaux, qu'elle favorise une stratégie matrimoniale qui à la fois défend ses positions économiques, mais aussi l'ouvre aux strates les plus élevées du royaume, et ça passe souvent par un accès à la noblesse. Donc oui, maintien de l'influence de la noblesse, avec des noblesses, là aussi, on est dans le domaine de tension, mutation, crispation, et souvent, ceux qui sont les plus arc-boutés sur la défense de l'ancien régime social, ce sont les plus petits nobles, parce que souvent, ils n'ont plus que ça à perdre. Et donc, ça, c'est vraiment important. Là aussi, on le verra bien au début de la Révolution. Et moi, le parallèle que je fais, c'est souvent au milieu colonial, 19e au 20e siècle, avec les petits blancs. Le petit blanc est arc-bouté sur donc la dimension raciale du pouvoir colonial, parce que finalement, par rapport à des libres de couleur qui sont souvent qui s'en sortent mieux économiquement que lui, il ne reste plus qu'une chose, se revendiquer d'être blanc. Et donc, bien évidemment, il se crispe socialement, politiquement, etc. Alors, je disais donc en monde colonial, mais ça pourrait être dans le vieux sud américain, etc. Et on a exactement le même type de phénomène. Oui, et puis vous avez raison aussi tout à l'heure d'avoir évoqué les salons qui sont tenus majoritairement par la noblesse. Alors d'ailleurs, un des points de passage nous incite à parler de ces fameux salons tenus par les femmes. Je pensais à Madame de Tencin. Et d'où ma dernière question, Pierre-Yves, pour cette présentation générale de ce chapitre-là, ça aurait été justement qu'est-ce qu'on entend par il faut évoquer avec les élèves ces femmes d'influence. Alors quelles sont-elles? Et puis dans quel domaine on peut retrouver ces femmes-là, sachant bien sûr qu'on est loin vraiment de l'exhaustivité là dans le programme, puisque on ne parle qu'une certaine élite. Encore une fois, toutes les femmes, on va dire, même de la bourgeoisie, voire de la paysannerie, sont totalement laissées de côté ici. Mais c'est justement ces femmes de l'élite, pourquoi qu'elles sont remarquées et remarquables, Pierre-Yves?
Alors ça, je pense que c'est effectivement un point très important. Cela dit, moi, je pense que quand on parle des paysans, quand on parle du commerce, on peut, à travers notamment la question des veuves, à travers, quand on parle des corporations, aussi des corporations avec des femmes artisans, on a les moyens d'aborder la question des femmes à travers l'éducation aussi, etc., qui appartiennent aux strates intermédiaires de la société. Mais vous avez raison sur ces points. Le programme insiste aussi à travers les femmes d'influence ou à travers le salon à considérer les élites féminines. Je prends juste un exemple pour situer. Un génie scientifique de son époque, Émilie du Châtelet. Et souvent, quand on la présente, on insiste justement sur cette dimension à la fois émancipée, sa relation avec Voltaire, cette capacité aussi d'entrer bruyamment dans un monde d'hommes qui est le monde de la science et grâce à son génie. Et en même temps, on pourrait insister sur le fait qu'elle n'a pu faire ça que parce que son père elle vient d'une vieille famille lorraine, les Tonneliers de Breteuil, et son père a vraiment vu tout de suite ses capacités et a voulu faire d'elle, à lui donner l'éducation qui aurait été traditionnellement celle d'un garçon. Voilà. Et donc, vous voyez comment on est à la fois dans la tradition, ici nobiliaire, et une innovation parce que c'est le choix d'une personne, son père, d'avoir senti son génie. Et si on fait le parallèle avec Madame Vigée-Lebrun, qui est une artiste, qui est la célèbre portraitrice de Marie-Antoinette, on voit bien aussi que là, elle a dû pousser les portes, jouer des coudes pour entrer dans un monde d'hommes parce que l'Académie, jusqu'ici, royale de peinture et sculpture, voulait distinguer des femmes et le fait qu'elle s'impose ici, pas simplement dans le portrait, parce qu'elle demande aussi à s'imposer dans des genres vraiment masculins comme la peinture religieuse ou la peinture d'histoire, elle peut y entrer. Il y a de très beaux portraits qui permettraient de le voir. Et pour le salon, c'est exactement la même chose. Souvent, et on a dit ça traditionnellement, on demande à la femme qui tient salon d'être l'hôtesse du salon, comme si l'essentiel du dialogue était fait par les hommes. Alors, c'est vrai, et en même temps, c'est souvent un moyen pour elle, si vous voulez, en acceptant la domination masculine dans la société, de ne pas jouer à celle qu'on appelle les beaux esprits au XVIIIe siècle, par référence aussi au siècle précédent, aux précieuses ridicules, etc., dont on se moquera, mais en disant, je joue le respect des apparences sociales pour trouver, vous voyez, les espaces de négociation, les interstices dans la société d'ordre qui pourront permettre à une femme ensuite de vraiment présider à la destinée de son salon. L'exemple caractéristique qu'on cite souvent, c'est Madame Geoffrin, parce qu'elle dit toujours « je ne suis que l'épouse de Monsieur Geoffrin hein, ». Je suis l'épouse du directeur de la Manufacture des Classes, la future Saint-Gobain, alors que sa fille, quand elle va vouloir, la marquise de la Fertin-Imbaud, quand elle va vouloir reprendre le salon, elle rêve d'aristocratie. Donc, on est encore vraiment cette tension entre bourgeoisie enrichie, noblesse, la place des femmes dans un domaine masculin, mais on a des salons, l'historiographie, notamment les travaux d'Antoine Lilti, ont montré que on n'est pas dans une rupture qui serait pré-révolutionnaire, on est encore marqué par les usages vraiment de l'Ancien Régime, y compris ceux qui sont hérités dans les salons du XVIIe siècle, avec la question de la politesse, du savoir-vivre, des codes de respect, du respect des codes sociaux, je veux dire, qui fait qu'on n'est pas du tout dans des dynamiques qui amèneraient nécessairement à la révolution, mais le salon, c'est aussi cette société où on s'impose, où on a des représentants du pouvoir, des représentants des élites enrichies, des représentants de ceux qui font l'actualité. Tout ce monde-là se retrouve dans le salon, mais où chacun doit bien connaître sa place et ne pas se tromper sur un certain nombre de… Finalement, la proximité dans le salon ne veut pas dire qu'on abolit les rangs et les places. Non, on reste très fidèle à une vision d'Ancien Régime.
Pierre-Yves Beaurepaire, la noblesse est toujours présente. On est toujours au XVIIIe siècle dans une société dite d'ordre, hein, qui a été qualifiée comme telle à l'époque du Moyen Âge. On est toujours dans cette fameuse société d'Ancien Régime, même si parler d'Ancien Régime à l'époque c'est décalé puisque le régime n'a pas encore changé. Alors, la noblesse au XVIIIe siècle et en cette fin de XVIIIe siècle, son influence, elle est encore réelle, importante, ou elle tend à décliner? Alors, c'est effectivement une très très bonne question et c'est un enjeu de débat parfois houleux entre les historiens depuis vraiment des décennies. Et il y a plusieurs façons de présenter les choses. On peut dire par exemple que un tiers des familles nobles au XVIIIe siècle disparaissent. Donc là, on pourrait voir ça comme un déclin, mais il faut tout de suite avancer le fait qu'en réalité, elles sont remplacées donc dans une spirale ascendante par d'autres familles en cours d'anoblissement, aussi bien personnel qu'ensuite pérenne au sein des familles. Donc, de ce point de vue-là, l'ordre de la noblesse est traversé par de très fortes tensions au XVIIIe siècle, mais il conserve sa dimension d'attraction pour la société et notamment pour une bourgeoisie enrichie ou en mal de reconnaissance sociale. Et on peut dire, par exemple, que pour voir les choses de manière simple, que quand on se souvient qu'au moment du début de la Révolution, 100% des évêques français appartiennent à la noblesse. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il y a cette idée qui a pu aussi donner à certains historiens l'image d'une fermeture de la noblesse parce qu'elle serait crispée. Mais en réalité, c'est deux dimensions qui sont contradictoires, mais le siècle est plein de contradictions. C'est d'un côté, la noblesse attire encore, la haute noblesse vraiment domine clairement, surtout qu'ils ont fait des investissements dans les mines, dans des placements financiers. Donc, elle ne voit pas du tout une remise en cause de son autorité, cette domination sociale. Et vous avez une petite noblesse qui, elle, est souvent donc a plus de difficultés, bien évidemment, et elle voit d'un très mauvais œil les parvenus de l'Ancien Régime, hein, les nouveaux riches de l'époque, que sont ces bourgeois enrichis, donc montrer eux au contraire tout leur dynamisme, tous leurs revenus, et puis faire le forcing pour entrer dans l'ordre de la noblesse. Moi, je compare un peu ça dans le monde colonial ou en crise ou dans le monde de l'apartheid ou post-apartheid à la figure du petit blanc. Le petit blanc vit souvent moins bien que certains libres de couleur, mais ou dans le système sud-africain métis qui prospérerait dans les affaires, mais du coup, il va s'arc-bouter sur le fait d'être blanc et de trouver que les institutions le trahissent, ne respectent pas du tout ce qui fait son rôle central dans sa vision du monde, dans l'armature de la société. On a ça aussi aux États-Unis aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est exactement le même phénomène qui veut qu'un certain nombre de petits nobles en cours de déclassement social vont se crisper très fortement dans les années qui précèdent la Révolution ou au début de la Révolution, précisément parce que ils ont conscience de ce déclassement, ils ont conscience d'être aussi méprisés ou oubliés par la très haute noblesse, par la monarchie. Ils en veulent beaucoup aux institutions, aux ministres, etc. Et d'être considérés finalement comme des losers par cette bourgeoisie enrichie qui, elle, est en cours d'anoblissement. Pierre-Yves, ce qu'on peut dire maintenant d'intéressant aussi pour avancer par rapport à ce qui est préconisé dans les programmes, on a aussi, ça c'est plutôt positif d'ailleurs, dans beaucoup de chapitres, cette idée qu'il faut parler aux élèves du secondaire de femmes, de l'histoire, d'une certaine histoire genrée. Alors au XVIIIe siècle, on a cette idée, on a des femmes qui sont mises en avant d'ailleurs dès l'époque. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui est écrit dans les programmes sur ces femmes d'influence? Femmes d'influence peut-être un peu politique, mais surtout au niveau intellectuel, au niveau littéraire notamment. Quelle figure pouvez-vous évoquer, Pierre-Yves, avec nous?
Alors effectivement, je trouve que c'est très important d'insister sur la dimension du genre, hein, et ça se prête bien au XVIIIe siècle parce qu'il y a à la fois à l'époque la volonté des femmes eh bien, de développer la question de l'éducation des filles, la question aussi d'une forme d'autonomie dans l'espace public et en même temps, là encore, avec toutes les contradictions de l'époque, c'est-à-dire que quand une femme revendique trop vite un certain nombre d'ambitions intellectuelles ou autres, on la qualifie de bel esprit. Et c'est une façon de se... On n'est plus aux précieuses ridicules du siècle précédent, mais c'est aussi une façon de se moquer d'elles, de tenser leurs prétentions savantes. Et dans les modèles d'éducation de l'époque, on va expliquer quand même que les limites des aspirations intellectuelles et littéraires des femmes, ça doit être par exemple la lettre, d'où l'importance du roman épistolaire au féminin. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faudrait mettre en perspective. De la même façon, dans le monde politique, tout le monde ne peut que constater l'ascension extraordinaire de Jeanne Poisson devenue marquise de Pompadour, mais bien évidemment, jusque dans les rangs ministériels, si on pense à Maurepas notamment, eh bien, on va lui rappeler à la fois ses origines, les ambitions de son clan, là aussi un clan enrichi et anobli, et on va multiplier les pamphlets contre elle qu'on appelle les poissonnades. Donc je pense qu'on pourrait utiliser la marquise de Pompadour parce que c'est pas seulement le monde politique, c'est aussi le monde artistique et intellectuel à travers son frère, le marquis de Marigny, qu'elle met en orbite pour devenir directeur des bâtiments, des arts et des manufactures de Louis XV. Tout son programme aussi de création de châteaux d'agrément, etc., mais aussi de soutien à travers les très beaux tableaux qu'on a d'elle. On voit son soutien affirmé eh bien, aux écrits philosophiques, que ce soit par exemple l'Esprit des lois de Montesquieu, alors qu'il a été interdit, elle prend la pose devant des volumes-là, les premiers volumes de l'encyclopédie, alors même que Diderot est particulièrement féroce à son égard, mais elle les soutient. Voilà, je pense que c'est un très bon exemple qui déborde simplement du champ politique strict. Et puis, on pourrait donc l'associer parce que ça fait le lien avec les salons aussi dans la sphère littéraire avec Madame du Défend, hein, parce qu'elle est aussi séparée de son mari, donc c'est intéressant à la présenter sous cet aspect, et puis aussi à un certain nombre de figures dans le champ scientifique, parce que c'est un champ, notamment l'académie, qui s'est longtemps resté fermé aux femmes à quelques exceptions, je vais y arriver, quelques exceptions près, pardon. Mais là, on a l'exemple d'Émilie du Châtelet, qui est vraiment un exemple très, très intéressant. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites autour d'elle ces dernières années. Donc, on peut aussi utiliser pour les élèves un certain nombre d'expositions virtuelles qui lui ont été consacrées. Et ce qui est très intéressant dans Émilie du Châtelet, c'est qu'on a à la fois le fait que c'est elle la figure clairement la figure savante, le génie savant scientifique de son temps, hein, avec ses éléments de physique, avec des travaux qui font autorité pendant des décennies. Elle travaille à refaire un certain nombre d'expériences de Newton, et donc ça fait voir la modernité scientifique avec Voltaire, mais la grande figure du couple sur le plan scientifique, c'est elle et Voltaire et sa petite main. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'inverser les représentations par rapport à ce qu'on voit classiquement, et on pourrait le mettre en parallèle avec un des tableaux remarquables de l'époque, hein, le portrait de Lavoisier. Lavoisier est représenté avec sa femme comme l'inspiratrice, et donc là on voit la figure enfin classique, hein, et le côté fusionnel du couple qui est la représentation des Lumières, plus le fait qu'en réalité, on pourrait tout de suite ajouter que Lavoisier peut dialoguer sur la scène
européenne avec les plus grands savants du temps, et puis finalement imposer ce qu'on a appelé sa révolution chimique, parce que Madame Lavoisier traduit, est traductrice, et donc là on voit le rôle des femmes. Souvent doivent utiliser, vous voyez, les limites du champ scientifique ou littéraire, le côté épistolaire, les lettres, parce que les romans, on pense que ça va échauffer leur humeur, la traduction, parce que être de plein pied dans les sciences, c'est pas toujours bien perçu, hein, mais et en fait, le génie d'Émilie du Châtelet n'est pas reproductible dans tous les domaines, mais jouait quand même un rôle croissant, comme on le voit avec Madame Lavoisier. Et juste un dernier mot à propos d'Émilie du Châtelet, parce que ça me paraît très très important. Elle n'aurait pas pu réussir comme elle a réussi sans tout simplement le soutien, hein, de son père, qui a très tôt reconnu son génie, hein, ses capacités, l'éducation qu'il lui a donnée, donc qui est vraiment une éducation que normalement on aurait plutôt vue pour les garçons, et le fait, et ça fait le lien avec le thème précédent, que Émilie du Châtelet, elle est née le Tonnelier de Breteuil, c'est une vieille et aristocratique famille de Lorraine, et bien évidemment, ça facilite considérablement les choses là aussi. En même temps, les limites, hein, le fait qu'elle soit morte en couche, on voit aussi la fragilité. Hein, Arlette Farge a une très belle expression, la vie fragile pour le XVIIIe siècle, la vie fragile pour les femmes, c'est aussi la grossesse, l'accouchement, y compris quand on appartient bien évidemment à l'ordre supérieur de la société. Justement, Pierre-Yves, vous avez évoqué à l'instant un espace très important pour les femmes à l'époque qui a permis, vous l'avez montré, une certaine émancipation de certaines figures féminines. Et cet espace-là étant les points de passage et d'ouverture à montrer aux élèves, c'est le salon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces salons-là, Pierre-Yves? Par exemple, sur celui de Madame de Tencin qui est recommandé dans les points de passage et ouverture par les programmes. Est-ce que peut-être il n'y a pas d'autres exemples à mettre en avant qui montrent vraiment ce qui se passe dans ces lieux-là majeurs au XVIIIe siècle, notamment pour l'évolution de la pensée? Alors, effectivement, c'est tout à fait intéressant que que le programme insiste sur le salon, parce que c'est un domaine où les travaux ont été nombreux, et ils permettent de revoir un certain nombre d'images assez classiques. Alors, tout d'abord, on a souvent vu dans le salon le véhicule des idées des Lumières, leur diffusion, etc. Et donc, un aspect relativement militant du salon. Et depuis les travaux d'Antoine Hilty, qui avait fait une thèse remarquable en 2004 et qui a été publiée chez Fayard sous le titre Le monde des salons, on a vu qu'en réalité, c'était beaucoup plus nuancé que ça, c'est-à-dire que les codes, l'étiquette aristocratique et les codes mondains hérités du XVIIe siècle sont encore bien présents au XVIIIe siècle. Et il y a un très beau témoignage sur lequel on peut travailler avec les élèves. C'est aussi bien Charles Collet qui produisait des pièces de théâtre amateurs pour ses salons et pour la bonne société, ou alors Carmontel qui organisait les fêtes justement de société pour le duc d'Orléans et qui a fait de très nombreux portraits, hein, plusieurs centaines de portraits de groupes ou individuels qui sont des instantanés, des polaroïdes de la société de l'époque et qui ont été très récemment exposés à Chantilly. Donc au musée Condé, et donc où là on a justement donc la possibilité facilement de les trouver en ligne, de voir un certain nombre de commentaires qui ont été faits, qui sont de très bons flashs sur cette société et ses salons. Et donc ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est qu'on voit qu'il y a là aussi une tension entre une forme et une étiquette assez marquée, contrainte par les cadres d'Ancien Régime et les cadres hérités de la société antérieure, mais dès lors que vous ménagez les apparences, dès lors que vous acceptez de vous couler dans ce moule-là, vous arrivez à négocier un certain nombre d'espaces de liberté, de respiration. Et
plutôt que le salon de Madame Tencin, moi, j'aurais pris ce qui se faisait traditionnellement dans les programmes antérieurs. Le salon de Madame Geoffrin, on a tous vu dans les manuels ce tableau du salon de Madame Geoffrin, réuni pour lire une pièce de Voltaire, qui n'est pas là physiquement, mais qui est une sorte de figure tutélaire parce qu'on a son buste au fond. Alors, effectivement, c'est un vrai faux, c'est-à-dire que ce tableau-là a été commandé a posteriori et c'est une sorte de regard par le début du 19e siècle sur un bras nostalgique sur les salons du siècle des Lumières. Ils ne sont pas tous présents en même temps, certains se détestaient, etc. Mais il y a une sorte de galerie de portraits des Lumières. Mais ça permet de déconstruire, à la fois de construire et de déconstruire l'image et la réalité du salon avec les élèves, et ça s'y prête très bien. Et dans le cas de Madame Geoffrin, on peut faire le lien aussi avec l'influence de la noblesse, etc. Parce que Madame Geoffrin s'est toujours mise en retrait comme femme, c'est-à-dire qu'elle joue donc la carte du respect des conventions sociales, etc. Elle s'est toujours représentée comme l'épouse de Monsieur Geoffrin, qui était directeur de la manufacture des glaces et donc futur Saint-Gobain, et qui est vraiment dans une logique, vous voyez, d'ascension sociale, économique et financière. Et c'est l'aisance de son mari qui lui permet de tenir salon, et elle ne se veut que l'hôtesse du salon, celle qui accueille cette société. Alors qu'en réalité, bien évidemment, avec l'importance que prend son salon, eh bien, en fonction de cela, et vous êtes accepté, refusé, on vous invite, vous avez une sorte de rite de passage aussi, d'invitation, avant que vous deveniez un membre régulier du salon. Alors que la fille de Madame Geoffrin, quand elle hérite entre guillemets de son salon, eh bien, elle veut insister sur le fait que grâce à la notoriété de ses parents, elle a fait un beau mariage aristocratique et du coup, elle prend le nom de son époux. C'est la marquise La Ferté-Imbaud et bien évidemment, on voit la différence entre la mère et la fille là, en termes de posture. Alors que clairement, Madame Geoffrin est une femme d'influence et ça permet le lien aussi entre femme et salon. Elle a même fait un certain nombre de voyages plus ou moins réussis où en fait, elle parle à l'oreille des souverains et elle les conseille. Et bien évidemment, c'est parce qu'elle ne prétend être que Madame Geoffrin qu'elle peut en réalité faire ça. Dans le cas de Madame de Tencin, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, là, il y a une dimension clairement aristocratique. C'est la première moitié du XVIIIe siècle, alors que vraiment les transformations profondes se font dans la deuxième moitié. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai ces petites réserves-là. En même temps, des grandes figures féminines des futurs salons sont passées par le salon de Madame de Tencin et puis progressivement se sont émancipées. Le fait qu'elle soit aussi la mère d'Alembert, donc la grande figure à la fois littéraire, scientifique du XVIIIe siècle sur le volet masculin, puisqu'on a parlé d'Émile du Châtelet tout à l'heure, aussi bien à l'Académie française qu'à l'Académie des sciences, associé pour les premiers volumes à Diderot pour l'encyclopédie. Je pense que ça a joué beaucoup dans le choix du salon de Madame de Tencin, et on voit aussi à travers son existence à elle, là aussi, malgré la dimension aristocratique, les difficultés que rencontrent les femmes. Parce qu'en fait, d'Alembert est un enfant trouvé, est un enfant né des amours de Madame de Tencin avec le chevalier des Touches, et il a été abandonné devant l'église de la paroisse Leron à Paris, d'où Jean Leron d'Alembert. Et ça, c'est tout à fait caractéristique aussi des difficultés, bien évidemment, des difficultés de son temps. Donc, pour ça que ça n'est pas un mauvais choix, mais je pense que c'est un choix qui mérite d'être éclairé en prenant un salon de la deuxième partie du XVIIIe siècle pour voir à la fois l'évolution et puis les permanences.
Pierre-Yves Beaurepaire, merci pour la présentation de ce chapitre de seconde, chapitre qui clôture l'année de seconde, qui s'intitule Tension, mutation et crispation de la société d'ordre. Vous avez fourni une bibliographie indicative qui doit permettre aux collègues aussi d'approfondir certains aspects en rapport avec la recherche récente que vous avez évoquée tout au long de ce podcast. On la retrouve, cette bibliographie indicative, comme tous les documents que vous allez fournir dans la deuxième partie sur le site aphg.fr. On se retrouve maintenant, Pierre-Yves, dans la deuxième partie où vous allez nous présenter, comme c'est la tradition en histoire dans le podcast Bref de classe, un personnage et un document en rapport avec la période. Merci Pierre-Yves. Merci Nicolas.